La plus grande de nos richesses ne se mesure pas en millions. Nous vous faisons découvrir des ovnis pour vous permettre d'en devenir un, vous aussi. Sportifs, entrepreneurs, artistes, ils nous partagent chaque semaine leurs récits de véritables trésors d'informations. Bon, nous y voilà. Le deuxième rec. Ça fait longtemps qu'il m'était pas arrivé un gros fail comme ça. Ouais, Coralie. Alors, on va faire une prise 2. Ouais. J'ai des excuses, c'est que on a plusieurs studios, ils fonctionnent pas de la même manière. On essaiera de reprendre des éléments de l'autre ou de le diffuser quand même autrement. Voilà. Alors, on était parti sur la recherche. Non, on est reparti un peu rapidement. Sur la recherche d'entrepreneurs. Toi, tu es... on dit quoi, du coup, la fondatrice d'Entrepreneur First en France. Ouais, tu peux dire ça. 4 ans après la maison mère en Angleterre, c'est ça? Ouais, 4-5 ans après. 2018. Ouais, 2000... Non, même plus, 6 ans en fait. 2012-2018. Moi, j'ai créé le bureau de Paris en 2018. Et que tu avais rejoint avant? Non, j'ai rejoint IF pour créer le bureau de Paris. En fait, D'accord. Moi, pour la petite histoire, j'avais une bonne copine qui avait fait le programme Entrepreneur First à Londres. Okay. Une Française, et j'avais vu l'impact que ça avait eu sur elle. Elle avait début de carrière en finance, envie d'entreprendre. Elle savait pas trop comment s'y prendre, elle savait pas trop par où commencer. Okay. Elle a rejoint le programme et elle est devenue CEO d'une fintech avec, à l'époque, c'était en 2017, un cofondateur CTO qui était un PhD doctorant en IA de Cambridge, avant que l'IA soit aussi hype. Et j'ai vu l'impact que le programme avait eu sur elle. En 9 mois, elle a d'abord sécurisé un financement auprès d'Entrepreneur First. Après, elle a levé un gros tour de seed et elle était lancée. Alors qu'au tout début, elle savait pas comment s'y prendre. Elle n'avait pas de cofondateur, elle n'avait pas d'idée. Et du coup, quand elle a su que Entrepreneur First ouvrait un bureau à Paris, elle m'a mis en contact avec les cofondateurs d'IF, qui sont, comme moi, des anciens de McKinsey. On a eu un bon fit. Et c'est comme ça que j'ai lancé le bureau de Paris. Alors, on va parler de plusieurs choses. Moi, je voudrais comprendre comment fonctionne Entrepreneur First. Vous êtes basé sur un recrutement d'équipe avant tout, avant l'idée, avant tout ça. Ouais, de personnes même, avant l'équipe. Ouais. Attends, vous vous définissez donc pas comme un startup studio? Alors, on n'est ni un startup studio, ni un incubateur, ni un accélérateur, ni un fonds de VC. On se définit, on considère qu'on a créé notre propre catégorie dans laquelle on est leader et on a vocation à faire croître cette catégorie. Mais on se définit comme un talent investor. On investit dans des talents, dans des gens exceptionnels avant qu'ils aient un cofondateur, avant qu'ils aient une idée. Donc on va tirer ce fil pour essayer de comprendre, parce que on va dire le fondamental, le consensus de tous les fonds, les investisseurs, à un moment, c'est que tu te dis, alors ça je l'ai fait à répétition, hein, tu investis dans une équipe avant d'investir dans un projet. Et en ce qui me concerne, je l'ai fait quelques fois en me disant après, waouh, dans quoi je suis rentré, mais en fait, en quelques secondes ou en quelques minutes, les gens m'avaient convaincu en face et je m'étais dit, bon, c'est parti. Ça m'intéresse de savoir comment tu les recrutes. Notamment, il y a les hard skills, enfin les skills, mais peut-être aussi les soft skills. Comment tu arrives à aller trouver des choses? Alors, il y a notamment des projets, je sais pas si tu as entendu parler de Maki ou de manière, grâce à l'IA notamment, de repérer des personnes comme ça. Ouais, j'ai pas testé les outils de Maki encore. Nous, on fait les choses de manière assez artisanale. Moi, j'ai une équipe d'une 15aine de personnes à Paris, dont les 4/5e sont ce qu'on appelle des talent investors, eux-mêmes. Et en fait, leur job, c'est d'aller à la recherche de ces jeunes ingés assez exceptionnels, ambitieux, qui ont potentiellement envie d'entreprendre ou pour lesquels ils vont activer une vocation entrepreneuriale et d'aller arpenter l'Europe à la recherche de ces gens-là. Donc, ton profil idéal, c'est un jeune ingé. C'est pas un jeune école de commerce. Ouais, en fait, alors nous, on a un ADN très tech. On pense que aujourd'hui, si tu veux monter une boîte qui a beaucoup d'ambition, la tech va sauver le monde. Ouais, qui a beaucoup d'ambition, et si tu veux devenir un leader dans ta propre catégorie, t'as intérêt à avoir une façon de te différencier, et la tech, ça peut être souvent un avantage compétitif. Et donc jeune aussi, pourquoi? Parce que on cherche des gens, encore une fois, qui ont pas mal d'ambition et qui ont
potentiellement encore cet optimisme naïf de la première fois, du fait de se lancer en tant qu'entrepreneur pour la première fois, et qui vont avoir faim, quoi, qui vont avoir envie de tout casser. Contrairement à des gens plus expérimentés qui potentiellement vont voir des obstacles avant de voir des opportunités. Les ingénieurs qui, il y a 20 ou 30 ans, rêvaient d'aller bosser chez Alstom, Airbus, Arianespace, Orange, France Télécom, ou voilà. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se disent qu'ils veulent entreprendre. Ouais, pas. Ça a changé ou... Ça a changé un peu. Mais je pense que le système... Dans les écoles de commerce, ça a changé. Ouais, dans les écoles de commerce, ça a beaucoup changé. Dans les écoles d'ingénieurs, je trouve que ça a changé un petit peu, mais moins. Il y a quand même un peu le système académique à la française qui est très élitiste, qui est excellent en termes théoriques, en mathématiques, en physique, etc. On est vraiment excellent. Je parlais la semaine dernière avec un ancien de l'X qui est parti faire ses études à Stanford et qui dit qu'il est bien meilleur que les gars de Stanford en maths pure. Mais il y a un peu un mépris de la caste académique pour tout ce qui a trait au business et aux startups, combiné, je pense, à une tradition industrielle qui est forte et qui fait qu'il y a encore pas mal de vocations et c'est bien, et pour des boîtes traditionnelles de l'industrie et des métiers traditionnels d'ingénieurs. Pour le CERN, je cherche le CNRS, l'INRIA. Ouais, alors ça, c'est ceux même qui se lancent vraiment dans la recherche académique pure plutôt que de rejoindre des grosses boîtes de l'industrie. Et pour Thales ou pour, en effet, même dans l'armement, dans les radars, il y a beaucoup de choses. C'est vrai que c'est une tradition assez française. Mais c'est vrai que tu parlais des gens d'école de commerce qui, eux, sont beaucoup plus exposés à l'entrepreneuriat et où j'imagine que le pourcentage de jeunes diplômés qui se lancent dans l'entrepreneuriat après leurs études est bien plus important qu'il y a 20 ans. C'est peut-être pour ça que tu les cherches pas, toi. Ouais, alors oui. Alors eux, ils ont deux choses. Ils ont déjà accès, ils ont déjà un peu toutes les clés. Et deuxièmement, en fait, le type de boîtes qui peuvent monter, c'est des boîtes qui sont des boîtes digitales ou des boîtes... À moins qu'ils aient vraiment une curiosité tech assez poussée, il y en a qui l'ont, mais à moins qu'ils aient une curiosité tech assez poussée, ils auront du mal à s'approprier des sujets tech, deep tech, qui vont être portés par leur CTO. Et nous, on a besoin de gens qui vont vraiment rentrer dans la tech, comprendre ce que la tech, ce que l'innovation technologique peut te permettre d'accomplir, et vont aller trouver le marché pour l'appliquer. Sachant que potentiellement, moi je vais pas m'autoproclamer ingénieur, j'en suis très 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 loin, mais je veux dire, aujourd'hui quand t'es plus jeune, tu sors de l'école, etc., t'es quand même toujours en surface plus qu'avant. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, tu devais un peu coder du HTML ou un certain nombre de choses pour ne serait-ce qu'avoir une page en ligne. Aujourd'hui, tu prends une IA, tu lui dis vas-y, fais-moi une belle page, elle est 1 milliard de fois mieux que ce que je faisais il y a 20 ans en HTML. Et du coup, tu peux te concentrer sur des problèmes plus complexes aussi. Ouais, c'est intéressant. Mais tu vois, tu disais, en fait, nous, on a un peu deux types dans la catégorie, et je schématise à l'excès, mais dans la catégorie jeunes ingés techniques, t'as un peu deux types de profils. Tu vas avoir le type de profil méritocratie à la française, qui a gravi tous les échelons, qui a fait une prépa et qui est sorti de l'IX, promo, le NES, etc. Et en fait, dans ces gens-là, il y a des gens qui sont très forts, mais il y a aussi des gens qui sont très risque-averses et qui sont un meilleur fit pour des carrières très traditionnelles. Il va y avoir quelques outliers dans chacune des promos et mon job, ça va être d'essayer de les spotter. Et par exemple, là-dessus, t'as un panier, je veux dire, t'as un scan, tu te dis, ok, j'ai 8 écoles que je regarde par-dessus tout et c'est un peu comme ça que vous fonctionnez. Oui, et donc je reviens du coup à la deuxième catégorie d'ingés qui m'intéresse. C'est aussi des ingés qui ont suivi des voies moins excellentes, royales que la première catégorie. Typiquement, école d'ingé post-bac, typiquement étaient saoulés par le principe de faire une prépa, sont partis à l'étranger. Et en fait, c'est souvent des gens qui sont assez intéressants parce que ont plein de hobbies sur le côté, sont des gamers, développent des apps depuis qu'ils ont 12 ans, font du dropshipping depuis qu'ils ont 14 ans. Et toute la team de, comment elle s'appelle, ces écoles qui étaient à Ivry ou à, tu vois, comment... Epita, Epitech. Il y a plein de gens hyper intéressants là-dedans.
hyper intéressant. Ouais, c'est vrai. Moi, j'en ai reçu, en fait, encore il y a quelques années. Je me souviens sur Génération It Yourself, il y en avait beaucoup, un crew de ces écoles. Alors, qu'on peut-être après beaucoup grossi, je sais pas, mais c'est vrai ce que tu dis, c'est... T'as une mentalité de hacker, en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est des gens très smart aussi. Donc tu vas un peu tester, tu vas rencontrer tous ces gens-là, et dans ces pools, tu rencontres plein de gens intéressants. Et c'est sûr que certains de ces... Enfin, quand tu es dans cette mentalité de hacker, je reviens un petit peu sur la partie dropshipping ou des choses comme ça. Quand tu vois ça pour beaucoup de chez Central ou c'est méprisable. C'est des ploucs en fait, tu vois. C'est des petits merdeux, tu vois. Alors que en fait, quand tu es capable de combiner plusieurs mondes, bien sûr, c'est génial. Ok. Et ça, justement, jusqu'où vous allez... Non, on va revenir. Je voulais savoir parce que je voudrais qu'on parle Deep Tech, IA, voir un peu dans quoi vous investissez aussi. Après, quels sont les projets, mais pour rester sur les personnes. Donc, moi, ce qui m'intéresse en tant que partenaire chez OVNI ou investisseur plus généralement, c'est quels sont-ils qui sont-ils ces bons profils et ces bonnes personnes et qui faut-il fuir? Moi, ce qui me fait peur dans votre modèle, c'est que vous accompagnez des gens que vous financez. Tu vas m'expliquer comment. Ouais. Moi, j'aime bien les gens j'aime bien les morts de faim, quoi. J'aime les gens en fait qui ont envie de manger le monde et qui sont passés par des... Enfin, tu sais quoi, t'as pas forcément une revanche à prendre, mais enfin qui savent ce que c'est que de se battre, tu vois. Et par moments, je trouve que tu vois, tu disais ici souvent ils prennent déjà des gens des boîtes qui existent déjà. Mais il faut quand même se qualifier. Vous, il y a un moment, tu as un peu envie de dire mais de loin, et tu vas t'en défendre, j'imagine, mais tu les mets dans un gros fauteuil en cuir, et puis tu leur dis, tiens, vas-y, voilà de l'argent, et puis entreprends, tu vois, et ça me fait un peu peur. Moi. Ouais. Alors, je pense que contrairement à d'autres startup studios, on leur tient très peu la main. Nous, à d'autres startup studios, à des startup studios, on leur tient très peu la main. C'est eux qui sont vraiment responsables de leur destin. On le provoque juste un petit peu. Okay. Donc nous, on met 40, 50 personnes hyper smart, hyper ambitieuses, et c'est notre job de les sélectionner dans la même salle, sous le même toit, au même moment. Leur job, ça va être, et on va faciliter un peu les choses, mais leur job, ça va être de trouver le meilleur cofondateur, la meilleure cofondatrice dans ce pool-là, d'itérer avec cette personne-là, potentiellement d'itérer avec d'autres personnes pour trouver le bon fit. 40 personnes, combien de temps? 3 mois. 40 personnes, 3 mois, c'est ce qu'ils appelaient la piscine à 42, enfin c'est un peu... c'est un peu tu les mets dans un bocal, potentiellement 7 jours sur 7, c'est une expérience hyper intense. C'est une expérience hyper intense. À Paris, on est basé à Station F. Station F, ok. Ouais. Et donc, il y a un endroit, et ils y sont le dimanche et tout, potentiellement. Ouais, on a notre floor et ils y sont quand ils veulent, ouais. Ok. Et drôle, ça doit être assez. Ouais, je pense que tu pourrais faire des séries Netflix sur l'expérience IF sur ces 3 mois-là, parce qu'en fait, c'est une énorme collision humaine, quoi. Ça pourrait vraiment être une série, quoi. T'as les trahisons, la personne qui break up et qui essaye avec quelqu'un d'autre, le ménage à 3. Attention, t'es en train de me chauffer. Je vais venir faire une série. Très intéressant. Ouais, ce serait un peu moins authentique si c'était suivi par des caméras, mais c'est toujours très drôle. Machin a volé l'idée de X, c'est assez marrant. C'est génial. Et à la fois, alors vous travaillez quand même sur le match. Ouais. Alors dedans, tu mets tous les gens qui sont pas tech, tu les fais venir plus tard ou il y en a quand même un peu, tu les mélanges? Donc, il faut... Alors, on fait très attention à la composition des cohortes. Et nous, on a vocation, en général, c'est la règle, il y a des exceptions bien sûr, mais à financer des équipes qui sont plutôt un CEO, un CTO. Okay. Et donc, il faut qu'on... Alors, il se trouve qu'il y a pas mal de nos CEO qui sont des CEO techniques. En revanche, un CTO non technique, ça n'existe pas. Mais oui, on a aussi des profils non techniques qui sont plus business, qui ont quand même un ADN tech, qui ont envie de monter une boîte tech. Mais tout le monde arrive au même moment. Tout le monde arrive au même moment. Et voilà. Et c'est un peu la chasse au début. Hein. Les meilleurs profils potentiellement partent en premier et il faut être convaincant pour aller sécuriser ton bon CTO, ton bon CEO. Je voudrais un peu parler du matchmaking parce que c'est intéressant. Les histoires parfaites là-dessus, elles n'existent pas. Non. Moi, j'ai eu des histoires dans lesquelles je me disais potentiellement assez rapidement waouh, je me suis pas embarqué avec la bonne personne. Mais quand tu regardes, on prépare un événement avec Conto, qui est un de mes partenaires dans ma vie. Et en fait, cet événement,
on veut parler justement du matchmaking et de la recherche d'associés et de co-founders. Et en fait, ce que je disais en préparation de tout ça, c'est quand tu prends Tesla, en fait, il est arrivé après il a racheté des parts et puis en fait, il a viré tout le monde. Tu prends Facebook, et comment il s'appelait, Eduardo Saverin, les frères Winklevoss, enfin, le mec, il a quand même... C'est carnage. Tu prends... Microsoft, il y a eu quoi? C'était Paul Allen, c'est ça, et Bill Gates. Enfin voilà. Ouais. Apple, t'as Wozniak qui est quand même bien disparu. Ouais. Google. Quand même. Sergey et Larry, c'est un bon match. Ils sont toujours ensemble. Et après, ils ont fait rentrer Eric Schmidt qui est reparti, mais avec j'ai l'impression une bonne relation toujours. Mais c'est peut-être le rare le seul, tu vois, dans lequel même Apple, en fait, au début, tu sens que c'était quand même autre chose. Et il y a une histoire qui se réécrit, qui change, etc., etc. C'est possible à régler un problème comme ça. Comment on trouve le parfait matchmaking? Comment vous faites-vous? Je pense qu'il y a en effet pas de réponse parfaite. Et je pense que l'équipe cofondatrice a la vocation à évoluer avec le temps, au fil de l'évolution du projet, l'évolution des envies de chacun. Et donc, tu peux te retrouver avec 3 personnes au début et qu'un seul à la fin. Mais je pense que ce qui est important, en tout cas dans les premiers mois, les premières années, c'est quand même d'avoir une équipe de cofondateurs parce que tu as besoin d'être au quotidien avec quelqu'un avec qui tu vas faire le punching ball et tu as besoin de tirer de l'énergie quand tu as un moment de down, tu as besoin de tirer de l'énergie de quelqu'un d'autre qui va être à tes côtés, qui va partager cette galère avec toi. Et c'est une des raisons pour lesquelles il y a plein de gens qui ne se lancent jamais dans l'entrepreneuriat, c'est parce qu'ils trouvent pas, en tout cas c'est l'excuse qu'ils se donnent, ils trouvent pas le bon cofondateur, la bonne personne. Donc en effet, je pense que c'est hyper important de chercher et de trouver le bon cofondateur potentiel. Et donc nous, la façon dont on essaye de résoudre ça, c'est de se dire on va rendre beaucoup plus liquide ton optionnalité et on va te mettre dans la même salle que 40, 50 autres personnes qui sont disponibles au même moment, au même endroit, prêts à se lancer dans une aventure entrepreneuriale. Mais moi, ce qui m'inquiète dans un truc comme ça, c'est que toutes les expériences que j'ai là-dedans, c'est que je prends mes potes d'école de commerce, c'est celui à qui je me suis retrouvé par hasard assis à côté le premier jour. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un hasard qui est quand même le hasard de la vie. Donc j'arrive chez Entrepreneur First et puis je me retrouve à côté de Jacqueline et puis j'entreprends avec Jacqueline et souvent, mauvaise idée. Et souvent en plus les gens qui se ressemblent, nous on voit ça au tout début du programme en général quand on fait notre kick-off week-end où les gens passent un week-end ensemble pour se rencontrer. Les blonds aux yeux bleus tu veux dire, ou les blonds aux yeux bleus tu veux dire, les gens qui se ressemblent physiquement? Non, les gens qui se ressemblent en termes de skills, en termes de parcours. Ils ont vocation à aller, souvent en fait ils vont vers les gens qui leur ressemblent aussi. Et ça on essaye d'éviter ça bien sûr. Et nous on est quand même assez actifs dans le fait de maintenir une équipe parce qu'on y croit et qu'on pense que ça peut être un bon match sur le long terme, ou de break-up ou de pousser à break-up l'équipe pour qu'ils essayent avec quelqu'un d'autre. Écoute, je pense que Coralie, c'est pas une bonne personne pour toi, tu sais. Exactement. Non, mais c'est pour ça que je te dis que c'est un show Netflix potentiel. Mais comment tu fais pour les faire break-up? Enfin, je veux dire, tu leur dis très clairement, écoutez, nous, on va pas vous financer si vous restez en équipe comme ça. C'est pas productif, vous avancez pas. Il y a pas de CEO, il y a pas de CTO. Ouais, vous entendez bien, mais bon, ça va. Et votre temps est précieux. Votre temps est précieux. Il y a un coût d'opportunité hyper important à rester dans une mauvaise équipe alors que tu as 40 autres personnes qui t'attendent pour créer la boîte de ta vie potentiellement à côté. Donc tu break up, t'essaies avec quelqu'un d'autre. Et si, en fait, la personne initiale avec qui t'étais, c'était la bonne personne et on s'est trompé, tu reviens avec cette personne-là a posteriori 3 semaines après. Ouais, et puis tu dis, tu sais quoi, fuck, moi j'y vais quand même. Et puis vous, pour vous, c'est prove us wrong. Ouais, c'est ça. Exactement. Super intéressant. Je pense que ça, une valeur gigantesque. Parce que tu parles de coût d'opportunité ou de, en fait, combien de fois, tu vois, dans ma vie d'entrepreneur, moi je suis très opportuniste. Il se trouve que ça a un peu changé parce que comme je suis plus visible, j'ai plus d'opportunités, donc je dois un peu plus choisir. Okay. C'est mieux. Mais combien de fois, en fait, tiens, t'es là, t'as quitté ton job. Le cofondateur de convenance. Ouais, t'as quitté ton job, tu sais faire ça. Ouais, tu sais faire. Ouais, t'es sûr? Bon, ouais. Bon, allez, vas-y, c'est bon, on y va, tu vois. En fait, t'as pas l'opportunité de tester avant de signer, et une fois que t'as signé, c'est un peu tard, c'est difficile. Il a son chômage, il est machin, je vais pas avoir à le payer. Bon, on y va, on teste, on verra, tu vois. Et en fait, 6 mois plus tard, t'as levé de l'argent, tu te rends compte que c'est pas la bonne personne, t'as envie de dire non, va-t'en, non, compliqué. Ok.
Donc ça, vous pouvez quand même l'accélérer, c'est super intéressant. On teste ça à fond. En plus, vous avez eu combien de cohortes ? Là, on en est à notre 12e à Paris. Ouais, donc tu as un peu d'expertise. Moi, j'ai vu passer du monde, ouais. Est-ce qu'il y a deux choses, d'abord individuellement et ensuite en équipe, quelques signaux assez clairs, faibles, forts, je sais pas. Tu peux me donner des tips pour me dire ça c'est la bonne personne, ça non, oui, non. Ouais. Alors après, tu peux faire ça à titre individuel. Tu fais une évaluation et nous, quand on sélectionne les profils, on a un taux de sélection d'à peu près 5% dans notre programme. Parce qu'en fait, le moment où on investit dans un talent, le moment où on dit à un talent tu rejoins le programme, on fait un chèque de 6 000 euros et c'est notre premier investissement, c'est notre premier ticket. Sur 40, ça fait 240 000 par cohorte. Par cohorte, ouais. Et du coup, donc, on fait des investissements sur des talents bruts et après, on fait des investissements, on évalue des équipes au moment de notre comité d'investissement. Donc, 2 types d'investissements et 2 types de façons d'évaluer, mais ça se rapproche quand même un peu. Ce qu'on va chercher, ce que je cherche, moi, ce que j'aime bien, déjà, c'est des gens qui sont un peu outliers. Dans le sens qui rentrent pas forcément dans toutes les cases, qui vont avoir un petit brin de folie ou qui vont avoir une forme d'intensité. Moi, j'aime bien demander, tu vois, il y a un truc que j'adore demander en entretien, c'est qu'est-ce qui vous obsède ? Et j'ai besoin d'avoir des gens qui me répondent, qui sont complètement obsessifs. Alors ça peut prendre plein de formes différentes, ça peut être un hobby, ça peut être une façon de travailler, ça peut être une vision, une façon de voir les choses, une manière d'absorber du contenu. Mais j'ai besoin d'avoir des gens obsessionnels en face de moi, parce que je pense que les gens obsessionnels, ça fait des très bons entrepreneurs. Donc t'as ce côté outlier. Mais si je devais résumer à 3 critères, en gros, de ce que je cherche chez un bon entrepreneur, je pense que le premier critère, ce serait l'ambition. Le deuxième, ce serait le sens business dans le sens commerciality. Et on peut y revenir. Et le troisième, ce serait la productivité, la capacité d'aller très vite. Ambition, pourquoi ? Parce que nous, on veut créer des boîtes qui vont potentiellement devenir des décacornes. Le modèle, il fonctionne. On met plein de tickets dans plein de boîtes. Ouais. Le modèle, il fonctionne si tu as un outlier. Enfin, comme c'est la power law à laquelle est soumise tous les VC. Et je le répète d'ailleurs, c'est pas là on parle d'un business de VC, ouais. Donc c'est l'objectif parce que c'est ce qu'on cherche, nous c'est ce qu'on cherche chez OVNI. C'est pas une obligation dans la vie. Moi, il y a beaucoup de gens autour de moi qui me disent la pression que ça met, tout ça, etc. Non, c'est quand t'investis chez quelqu'un, a priori, t'as envie qu'il soit numéro 1, quoi, pas numéro 128. Ouais. Tu vois, enfin, c'est pas intéressant. En revanche, quand toi tu crées ta boîte, que t'es bootstrappé et que tu fais ton truc, si t'es heureux en gagnant 2 millions par an dans ta boîte et que tu te verses 300 000, c'est super. C'est vraiment extraordinaire. Enfin, vraiment. Mais c'est important de le rappeler de temps en temps parce que voilà, en revanche, toi en tant qu'investisseur, voilà. Tu cherches un niveau d'ambition différent. Exactement. C'est pour ça que j'aime bien me tourner vers des... tarés, hein, ouais, j'aime bien aussi me tourner vers des jeunes profils parce qu'en général, ils n'ont pas beaucoup de limites. Donc, ambition, envie d'être international. Et oui, et si tu veux gagner, surtout pour les petits Français qui sortent de France, il faut voir très, très gros parce qu'il faut voir bien au-delà du marché français. Et il faut créer des boîtes internationales. Je pense que c'est aussi ça qui va... L'ambition est un peu... Tu parlais de quelque chose dans leur passé, dans leur expérience qui fait qu'ils ont quelque chose à prouver, chip on the shoulder comme disent les Américains. Je pense que c'est important et c'est ça aussi qui va te donner de la résilience sur le long terme. Moi j'aime bien quand je fais passer des entretiens aussi, je passe pas mal de temps à comprendre un peu l'adolescence, l'enfance des gens, comment est structurée leur famille, etc. Et en fait t'apprends plein de choses. Et tu comprends, ok, cette personne-là, je sais à quoi elle va être réceptive, je sais ce qui l'anime, je sais ce qu'elle a envie de prouver. Donc l'ambition c'est le premier critère. Le sens business, la commerciality, et tu vois l'ambition c'est aussi le côté vision long terme et côté missionnaire que tu vas pour être un bon entrepreneur, je pense que t'as besoin d'être animé par une mission. Elon Musk, clairement, c'est le meilleur exemple, mais et c'est quelque chose qui va dépasser un peu, ça va être des convictions très fortes qui vont un peu dépasser tout ce qui va se présenter sur ton passage. Le deuxième élément pour moi, c'est le côté plutôt le sens business qui est le côté mercenaire. Qu'est-ce qui fait de toi quelqu'un qui va aller identifier des opportunités, être obsédé par ton marché, tes clients, tes utilisateurs, et qui va faire de toi quelqu'un qui identifier les opportunités business, va pivoter, va identifier des nouvelles idées toutes les semaines, etc. Ça se trouve, on y reviendra. Fais le troisième. Ouais, ça se teste en tout cas. Et la troisième chose, ça va être la productivité. T'as besoin de gens qui vont très vite. Et c'est pas productivité dans le sens, c'est pas le nombre d'heures de travail, même si en général le proxy il est assez vite fait avec
le nombre d'heures et l'intensité que les gens mettent, l'intensité et l'intentionnalité que les gens mettent dans leur projet. Mais ça va être plutôt une capacité d'apprentissage très rapide au contact du marché. Tu vois, moi, les meilleures équipes, c'est des équipes d'une semaine à l'autre. Quand je fais un check-in avec une équipe première semaine du programme. Deuxième semaine, les meilleures équipes, elles ont appris et elles m'apprennent des choses incroyables. Tu vois, elles ont fait 50 calls de Customer Discovery. Elles ont appris ça, ça et ça. Elles ont confirmé cette hypothèse-là, infirmé cette hypothèse-là. Et ça, si tu as ça au début, c'est quelque chose que tu gardes. Et tu vas être... et c'est des gens aussi qui sont beaucoup plus réceptifs au feedback du marché, de leurs clients, etc. Donc, ambition, sens, business, commerciality et productivité. Ça va être les 3 critères que je vais essayer de tester en entretien chez un entrepreneur. Ok. Et le commerciality, le deuxième, chez un ingé genre talentueux. Enfin, moi j'ai vu beaucoup de gros nerds, de border Asperger qui viennent et qui sont quand même des génies potentiellement. Alors là, ce sens-là, ouais. Alors ça va être potentiellement un peu moins poussé chez un potentiel CTO qu'un potentiel CEO. Chez le CEO, ça doit être indispensable, ça doit être ancré quelque part. C'est quelque chose que tu peux pousser ou que tu peux je pense alimenter un peu plus, mais il faut avoir des preuves de gens qui créent de la valeur. Alors ça peut ne pas être tu vois, ils peuvent ne pas avoir déjà créé de boîte, ou ils peuvent... on parlait d'exemple de dropshipping, c'est pas forcément, ils n'ont pas forcément vendu de la limonade à 7 ans et monté un site de dropshipping à 14 ans. Mais tu vas avoir des exemples comme ça, tu vas avoir des exemples de création et de capture de valeur dans leurs jeunes années ou dans les années immédiates avant le moment où ils se lancent. Et donc, tu peux avoir plein d'exemples, tu vois, ça peut être le petit projet on the side où en fait ils ont généré du revenu, ça peut être de l'aide qu'ils ont apporté à d'autres personnes de leur famille et qui a en fait décuplé le business. Ça va être plein d'exemples comme ça. Et t'as besoin de ça parce qu'en fait la tech, tu cherches pas à faire de la R&D pure, hein, et la tech en labo, ça suffit pas à faire une décacorne. Donc tu vas avoir besoin de gens qui sont aussi passionnés par le fait de générer de l'argent grâce à la tech et aux produits qu'ils vont développer. Ouais, parce qu'en effet, ça peut être ça le mauvais côté ou le côté difficile chez certains ingés. D'ailleurs, c'est assez drôle, c'est Elon Musk qu'on parle pas mal. Je sais pas si tu l'as déjà entendu dire ça, mais c'est un peu le plaisir qu'ils se font à coder. C'est-à-dire qu'il y en a qui kiffent tellement ça que c'est vraiment une passion. Ouais. Et alors lui, alors je l'ai plus exactement, mais il va dire en gros, il va dire, je vois dans la différence entre différents devs, je vais voir la capacité à rester à coder pour résoudre un problème, à être capable à un moment d'arrêter un truc. Et il dit le mieux, c'est d'être capable de revenir complètement en arrière sur un truc qu'on a mal codé et de jeter tout à la poubelle. Ouais. Et ça, c'est un peu comme pour un artiste ou un truc comme ça. Il dit le dev qui est capable de faire ça, il a fait un gros bond en avant dans ses skills, soft skills en tout cas, parce qu'en fait, il est capable de se dire putain, là, ça fait 2 mois, 6 mois, 2 ans que je code ce machin. Et en fait, on a pris on a pris une mauvaise passe, enfin un mauvais chemin. Il faut recommencer. Ça, c'est hyper dur à trouver. Alors, je parlais de Maki tout à l'heure ou d'autres, hein, mais les soft skills et toutes ces choses-là, ça se ressent. Ouais. Alors nous, on passe aussi pas mal de temps, la façon dont quand on sélectionne, donc je te parlais des entretiens qu'on faisait, mais on passe aussi beaucoup de temps à faire des hackathons, des bootcamps. Ça, c'est avant la sélection de 40 ? Ouais, avant la sélection. Et en fait, après les premiers entretiens, en général, on organise un selection day qui est une journée entière où on les enferme dans une salle et on leur met un challenge de code en 1 heure et on voit ce qui sort. On leur demande on a un truc qui s'appelle le Stupid Idea Hackathon. C'est le hackathon des idées stupides. Je crois que je les bats tous. Ouais, moi, je bats tout le monde. Et donc, en fait, ils construisent des trucs en 1 heure qui sont des trucs complètement random et complètement useless, mais qui sont hyper ingénieuses. Les idées sont hyper ingénieuses. Et donc, en fait, tu les mets un peu dans des circonstances comme ça, dans des petits groupes, dans un environnement assez resserré, et tu vois un peu ce qui sort en 24 heures, même pas. Et ça te donne déjà quand même un bon élément, une bonne indication de comment est-ce qu'ils vont être en tant que founder. Donc tu m'as dit 12 cohortes vous avez fait jusqu'à maintenant. À Paris.
à Paris, investi dans combien de boîtes ? On a investi dans une centaine de boîtes. Waouh. Ah ouais, donc t'es genre 8 par cohorte, quoi. Ouais, exactement. Ouais, et là, on passe à un échelon supplémentaire parce qu'on fera une mise à l'échelle supplémentaire. Historiquement, on faisait 2 cohortes par an. Okay. Tu vois, on a été lancé en 2018, on est à 12 cohortes. Chaque printemps, chaque automne, on avait de nouvelles cohortes qui commençaient. Là, on scale à partir de 2025 et on passe à 4 cohortes par an. Donc, tous les 3 mois, pas d'excuses parce que c'est pour répondre au fait qu'on a une qualité d'entrepreneur potentiel qui est entrant, qui est assez exceptionnelle et à laquelle il faut qu'on réponde. Mais c'est aussi le sujet d'avoir toujours un programme qui commence à moins de 2-3 mois du moment où toi, tu es disponible. Parce qu'on ne veut pas passer à côté de quelqu'un qui est dans ce timing-là et doit attendre 4 mois, 5 mois supplémentaires. Ça, c'est un sujet, le marketing, la com, pour vous être certain de ne pas louper la perle rare. En plus, tu rayonnes pas que sur la France. On va chercher des talents dans toute l'Europe. Ouais. De mémoire, vous m'avez sponsorisé sur Génération It Yourself. Merci. Déjà, je n'ai jamais eu l'occasion de le faire, mais c'est le sujet, c'est pour vous d'en avoir plus encore. Ouais, plus et de meilleure qualité. Ouais. Plus et des gens, ou plus sans baisser la qualité. Il faut que les gens soient exceptionnels. Il faut que chaque personne qui rentre dans une cohorte soit impressionnée par les gens autour de lui, autour d'elle. C'est marrant. Je pense que je sais pas à quel point. Faudra qu'on refasse des tests, mais je sais pas à quel point. Mais c'est intéressant parce que tu vois, par exemple, un truc que je pourrais me dire en post-roll, je suis en train de me vendre de manière scandaleuse au milieu d'un podcast. Non, mais j'ai réfléchi. Tu vois, en post-roll, donc c'est ce que tu passes comme message à la fin d'un podcast. En fait, t'as les gens qui ont du grid, qui vont vraiment jusqu'au bout des trucs. Ouais. Si tu sélectionnes un certain nombre d'épisodes et tu dis à la fin de tout cela, je vais mettre un message en disant si ça vous a plu, que vous êtes dev, machin, je vous recommande vraiment d'aller chez Entrepreneur First. Ça pourrait quand même fonctionner en termes, pas forcément en termes de volume, mais en termes de qualité. Ouais, complètement. Super intéressant. Et la question, c'est aussi un peu comme tu l'as évoqué tout à l'heure, mais c'est de les convertir. Ceux qui n'ont pas nécessairement cette vocation. Ouais. En fait, t'as un double sujet. T'as en effet des gens qui sont convaincus que l'entrepreneuriat c'est fait pour eux, mais qui pensent qu'ils vont mieux y arriver indépendamment sans forcément passer par Entrepreneur First. Alex Boisiz. Je sais pas, tu vois qui c'est, oui. Ouais. Deal, je veux dire, c'est des mecs comme ça, dev, Et très bien. Et il y a il y a plein de gens qui vont réussir sans passer par Entrepreneur First, c'est encore heureux. Mais il y a ce sujet-là, et il y a le sujet aussi qui est peut-être plus important parce que si tu veux augmenter le nombre de startups issues d'Europe, le nombre de startups ambitieuses issues des pays européens, ça c'est important de jouer là-dessus. C'est d'activer des vocations entrepreneuriales chez des gens qui, tu vois, sont un peu hésitants, pourraient se lancer, sont aussi attirés par un job chez Mistral ou BCG ou dans une boîte de l'industrie traditionnelle et qui sont très smart et qui auront probablement des très belles carrières dans ces boîtes-là. Mais tu vas potentiellement passer à côté de la super startup qu'ils auraient pu monter s'ils s'étaient lancés. Et ça aussi, on a un peu une carte à jouer là. C'est éviter que Elon Musk aille chez Apple ou ouais, exactement, comme salarié. Comme salarié. Et on parlait des femmes un peu plus tôt, mais c'est là où nous, on peut avoir un rôle à jouer. Dans l'entonnoir, dans le funnel de talents techniques, malheureusement, il y a un pourcentage de femmes qui est insuffisant. Combien et sous-représenté. Alors nous, on a à peu près 20% de femmes dans nos cohortes. Ce qui est le c'est très insuffisant. Ouais, c'est à peu près le ratio de femmes dans les écoles d'ingé. Alix, l'année dernière, je crois qu'il y avait 14% de femmes qui sont... Ah oui, j'ai vu que ça a baissé. Ouais, c'est catastrophique. Mais apparemment, avec la réforme du bac, ça encourage encore moins... Alors moi, je suis pas du tout familière, je suis pas encore rentrée là-dedans. Pas jusque-là. Ouais, dans la réforme du bac, mais apparemment, ça encourage encore moins les filles à suivre des études scientifiques. Il faut faire très attention à ça. Ouais, il faut faire très attention à ça parce qu'en plus, moi j'ai fait attention à ça, hein, mais à un moment, un prof, je crois que c'était une prof en l'occurrence, m'a dit à ma fille non mais toi t'es nulle en maths. Et là elle est rentrée à la maison, je lui ai dit alors ça tu sais,
ça ne passera pas la porte chez moi, quoi. Tu vois, c'est hors de question. Tu vas être forte en maths et quoi qu'il en coûte, tu vois. Et en l'occurrence, non, mais d'ailleurs, c'est pas lui imposer ça, c'est lui faire aimer les maths. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a des moyens, notamment par plein d'applications et de choses comme ça, de montrer que c'est quelque chose de ludique. Et de faire aussi comprendre que les maths, à un moment, c'est le seul endroit où, quand t'as 20 sur 20, t'as 20 sur 20. Point. Tu vois, il n'y a pas d'interprétation possible. Complètement. Et ça, quand tu expliques ça à quelqu'un qui veut avoir des bonnes notes, ma fille, ben, ça fonctionne aussi, tu vois. Et d'ailleurs, je trouve que les filles, souvent, pour être dans le genre un peu là, mais bossent mieux assez jeunes. Si tu leur expliques, ou ont envie d'être bon élève assez jeune, si tu leur expliques bien ça, elles comprennent que c'est un cheat code quelque part, tu vois, c'est intéressant. Mais finalement, si je le pousse, si vous avez à peu près, si vous matchez à peu près le nombre de femmes dans les écoles d'ingé à réussir à les transformer, je vais être sympa avec toi, mais c'est pas si mal parce qu'en plus, la potentialité, si le terme existe, mais des femmes où l'envie d'entreprendre est moins important aussi. Donc si tu cumulais les deux, tu pourrais être plutôt à 10% qu'à 20%. C'est vrai. Et heureusement, on arrive à maintenir à peu près ce pourcentage-là. Il se trouve qu'historiquement, nous, on a pas mal investi dans des biotech et dans des talents bio. Et du coup, il y a plein de femmes exceptionnelles dans la bio en Europe. Encore un truc chelou. Ouais. Donc, on arrive à compenser grâce à ça. Et il y a aussi des très, très bonnes CEO, des filles qui ont une énergie de dingue. Et voilà, il faut qu'on continue à les trouver. Il faut qu'on leur donne confiance en elles pour qu'elles aient envie de se lancer. Ouais, moi, j'ai dans les invités de Génération Retour, celles dans la tech notamment, mais qui m'ont plus impressionné. Je pourrais citer Léonore Crespo, que j'ai revue à Station F il y a 2 semaines, mais chaque fois que je la vois, je me dis, mais what? Sophie Cahen, je sais pas, Ganymede Robotics, enfin, il y a quand même à chaque fois des inspirations incroyables. Et c'est vrai qu'il y en a moins. Ouais. Mais en revanche, celles qui sont là et celles qui ont passé ce cap-là, clairement, elles sont totalement exceptionnelles parce qu'elles ont a priori surmonté un petit peu plus d'obstacles que des hommes dans les mêmes positions. Ok, on a un peu couvert les projets, les équipes. Red flag sur des équipes qui fonctionnent pas, des choses qui vous plaisent pas ou alors le red flag ultime, c'est les problèmes de dynamique d'équipe. Quand il y a un sujet d'ego, nous par exemple, tu vois, on encourage très très fortement, c'est très très rare que ça se passe autrement, que la répartition du capital, elle soit 50% pour chacun. Okay. Quand il y en a un qui tire la couverture vers lui ou vers elle pour X ou Y raison, ça c'est un flag pour nous. Il se peut qu'exceptionnellement, il y ait une raison qui fasse que c'est justifié d'avoir un split différent. Mais globalement, il faut que chacun valorise la contribution de l'autre de la même manière qu'il valorise la sienne propre. Donc ça, tu vois, ça peut être un flag. Nous, dans notre contexte de gens qui se rencontrent pour la première fois dans le programme et qui vont construire une boîte ensemble sur le long terme. C'est intéressant parce qu'il peut y avoir d'autres teams. C'est-à-dire que c'est aussi intéressant d'avoir du CEO assumé qui dit... Ouais, mais il faut qu'il y ait une vraie justification. Honnêtement, c'est très très rare. Et il faut qu'on ait on a une discussion assez poussée avec chacun pour vérifier que ça peut pas être un problème à long terme. Ok. Autre chose sur les équipes, red flag. Ouais, moi je te parlais de productivité, mais la productivité, en fait, ça, c'est hyper dur. Comme nous, on a la chance, on fait ce premier investissement de 6 000 € et après on passe 3 mois avec les équipes dans nos bureaux. Et notre comité d'investissement, quand on décide d'investir, on investit avec le bagage de due diligence assez intensive finalement. C'est pas aussi structuré que quand tu fais un deal, quand tu es un fonds de VC et que tu fais un deal. Mais en revanche, nous, on a tout le bagage d'avoir suivi l'évolution de l'équipe pendant les 3 mois précédents. On a fait des check-in, 3 fois par semaine avec eux. Ils ont rencontré 15 personnes différentes chez Entrepreneur First. Et du coup, on va rassembler beaucoup de données, de data points sur chacune des équipes. Quand on arrive à la fin des 3 mois, les meilleures équipes et celles dans lesquelles on va avoir envie d'investir, c'est des équipes qui ont été productives. Et ça se mesure. Il n'y a pas d'indicateur clé, mais d'une semaine sur l'autre, si tu suis une équipe,
tu vas voir, et notamment si tu suis plusieurs équipes en parallèle, tu vas voir lesquelles vont plus vite que les autres. Tu vas voir d'une semaine à l'autre laquelle aura appris le plus, laquelle aura fait le plus de calls, de customer discovery, laquelle va avoir tué telle idée et va t'expliquer que dans X marché, il faut pas faire ça. Quand on a plusieurs en comparaison, en plus, c'est un peu plus Exactement, facile. c'est hyper puissant. Le shipping, comme on dit dans la tech, mais être capable de mettre ça en ligne, de tester, de killer, d'avancer. C'est vrai que quand tu vois des gens qui sont monstrueux là-dedans, tu le vois. Quoi. Ouais. Exactement. Ouais. Intéressant. Et donc, t'investis avec cette information supplémentaire qui est sur un échantillon de 3 mois, voilà comment ils ont évolué. Et du coup, tu peux un peu prévoir, tu vois, et nous, on a ce côté... On est obsédé par le côté prédictif de toutes nos évaluations au fil de l'eau, des talents, des startups, des projets. Et tu peux dire, OK, si la trajectoire elle a eu une courbe comme ça pendant les 3 premiers mois, tu peux imaginer que la courbe elle va continuer avec cette pente-là. Si je reviens sur... Parce que vous avez une forme de... Pardon, sans parler de secte ou mais de religion. C'est-à-dire, vous êtes fait, vous dites c'est comme ça, etc. Il y a une méthode qui est très forte. Voilà. Si je reviens sur le point que je mettais en avant d'Elon Musk tout à l'heure sur le fait d'être capable de killer son code, est-ce que vous avez dû killer des choses, des idées dans lesquelles vous vous êtes fourvoyé, des trucs que vous disiez avant, il faut des gens comme ça, une équipe comme ça, et où maintenant vous dites non, ça c'est plus vrai. Ouais, je pense qu'il faut pas apprendre trop vite dans ces métiers-là parce que t'es beaucoup surpris. Okay. Et on peut se permettre d'être surpris, c'est ça que j'aime bien dans mon métier aussi. C'est que tu peux avoir des idées assez fortes, notamment sur les marchés, les secteurs, qui sont très influencés par ce dans quoi les VC veulent investir à un instant T. Et du coup, tu vas avoir une préférence pour... tu vois, je sais pas. SaaS B2B. Ouais, nous on n'en avait jamais fait beaucoup, mais oui, historiquement, tu peux dire bon bah voilà, le SaaS B2B c'est cool, et tous les VC veulent investir dans du SaaS B2B. Et du coup, et là, en fait, c'est un mauvais chemin à prendre parce que tu vas construire pour faire plaisir aux VC, pour répondre à un trend à un instant T qui va évoluer l'année d'après, qui va être complètement différent. Et quand le trend a évolué, c'est trop tard. T'es foutu. T'as ton idée, t'es vraiment comme un tocard avec ton idée. Et donc nous, on essaie de pas avoir une thèse trop développée sur ce dans quoi on va investir et ça vous l'aviez avant de secteur. Quand je te dis, est-ce que t'as évolué? Peut-être qu'on l'a eu un peu plus à certains moments. On était très deep tech, on en est un peu revenu parce que il y a un time to market qui est très important. Enfin, le temps entre le moment où tu as une idée et le moment où tu commercialises un produit est quand même très long. Donc on revient vers des sujets. En tout cas, on continue à faire des deep tech, mais si on le fait pour des projets qui sont vraiment exceptionnels, avec un ou une CEO qui est vraiment exceptionnelle et qui va réussir à porter le projet sur le long terme. Maintenant, on fait beaucoup de software et d'IA appliquées à plein de problématiques et souvent à l'intersection de différentes autres sciences, comme IA appliquée aux matériaux, IA appliquée à la bio, IA appliquée à la chimie, etc. Ça, c'est assez intéressant. Mais en fait, l'apprentissage pour moi, c'est qu'il ne faut pas se fermer trop de portes. Il faut plutôt voir... L'objectif, c'est vraiment de rencontrer et de faire rentrer dans le programme des gens exceptionnels. Ces gens exceptionnels, ils vont avoir des envies en fonction de ce sur quoi ils ont bossé, des études qu'ils ont faites, etc., de sujets sur lesquels ils vont avoir envie de travailler. Et c'est eux qui vont établir les prochains trends, en fait. Et c'est par leur passion et leur envie et leur proximité avec l'innovation technologique et scientifique, parce qu'ils sortent des écoles, des labos, etc., que tu vas pouvoir un peu anticiper les prochains trends intéressants. Sachant que tu vois, je sais pas, je prends un truc comme Notion n'aurait jamais existé si on suivait toutes ces règles, parce que finalement ça vient à la place, en complément, tu sais pas exactement où, de Word. Ouais. Très intéressant. Si tu dois me citer, je sais pas, 3 projets deep tech que vous avez fait quand même, un autre sur l'IA et un autre sur le soft. Ouais. Écoute, la startup qui est peut-être la plus connue que tu as interviewée dans Génération Do It Yourself, et j'en parle parce que ça parle un peu plus aux gens, parce que c'est assez B2C, c'est La Vie. Ah oui, très bien. Qui est sorti de chez nous. Tu avais reçu Nicolas Scheider dans Génération Do It Yourself. Les deux, si je prends 2 exemples, une plutôt du jambon. du gras. Jambon. Il n'a pas le droit de dire du jambon d'ailleurs. Maintenant il a le droit. Il a gagné, perdu. J'adore cet épisode. Mais du gras animal. Ouais. Historiquement, en fait, c'est marrant parce que c'est une boîte de food B2C maintenant. Enfin,
en tout cas en retail. Et en fait, l'histoire de la vie, c'est que le cofondateur de Nicolas, Vincent, c'est un doctorant en chimie qui était spécialisé dans la production de gras en laboratoire. Et donc, c'est parti de là. Et donc, ils ont commencé par faire du bacon végétal. Et maintenant, ils font différents produits de remplacement du porc dans l'alimentation. Non, les 2 startups dont je peux te parler qui sont assez représentatives du type de startups qui sortent de chez Entrepreneur First et qui ont une belle actualité en 2024, c'est Sport Bio et Cantev. Donc c'est assez représentatif du type de projet qu'on monte parce que la première est très deep tech et l'autre est plutôt une boîte d'IA. Sport, ce qu'ils font, c'est du contrôle qualité sur les chaînes de production alimentaire, encore une fois, en utilisant un combo de hardware, de microbiologie et d'IA. Donc, c'est vraiment l'intersection de différentes sciences et technologies qui font que ils arrivent à... Ils vont pareil, tu vois, en fait, le CEO Amine, c'est quelqu'un qui a passé beaucoup de temps chez Nestlé à régler les problèmes de contamination de certains aliments, les pizzas, Buitoni, etc. Et qui a vu un peu l'impact que ça pouvait avoir sur les business dans l'agroalimentaire. Et donc, eux, ils vont être capables de détecter des pathogènes avant que, d'une bien meilleure façon que c'est fait actuellement, avant que les produits sortent des usines. Super niche, ouais, très intéressant. Ouais, mais énorme business. Et la deuxième boîte qui a aussi levé sa série B l'année dernière, 2024, c'est une boîte qui s'appelle Cantev, qui est une boîte d'IA dans le domaine de l'assurance. Donc, moins en France, mais dans beaucoup de pays, notamment en Asie et aux US, la façon dont sont gérés les claims, donc les processus en tout cas de remboursement dans le secteur de l'assurance, c'est encore très très manuel. Il y a beaucoup de choses qui sont manuscrites, etc. Et eux, ils automatisent avec de l'IA, tout ça. Et c'est une super boîte et ils avancent très vite aussi. Donc ça te donne un peu un échantillon assez représentatif du type de boîte, soit deep tech, soit IA qu'on crée chez IAF. Nous, on est assez chez OVNI deep tech quand même. Dans l'essentiel des investissements, c'est la thèse. Ce que tu dis est vrai, c'est que tu pars souvent pour une durée assez longue parce que nous, en plus, on rentre très tôt. Donc, en fait, tu vois, tu vas vraiment aller pour 10 ans. 15 ans. En revanche, la thèse, c'est de se dire que ça peut changer intégralement un marché. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même des trucs assez fous, là, encore, comment elle s'appelle, cette IA qui est sortie hier en Chine, là, DeepSeek, des choses comme ça, tu te dis finalement, je sais pas à quel point c'est de la deep tech, mais quand même, j'ai l'impression. Si, complètement. Et boum, le truc en un an est sorti. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait, et ça va être hyper intéressant l'année 2025, c'est qu'en fait, du jour au lendemain, Nvidia a baissé de 20%, la valorisation à la capitalisation boursière a baissé de 20% en 24 heures. C'est en fait tout. Et c'est là que ça va être difficile de construire des business qui vont être résilients aux nouvelles innovations en IA. C'est de se dire, ok, du jour au lendemain, et c'est comme toutes les boîtes qui se sont lancées avant ChatGPT et dont les business ont été complètement détruits par ChatGPT, du jour au lendemain, il va y avoir une nouvelle innovation qui va sortir, on ne sera même pas prévenu et ça va tuer ton business. Oui. Et donc ceux qui vont gagner, c'est ceux qui vont être résilients à ça et qui vont avoir une approche qui est un peu différente. Mais c'est pas évident et je sais pas quelle est cette approche et je sais pas quelle est la bonne façon de faire, mais ça va être hyper intéressant, je pense, comme moment là, les 2-3 prochaines années. Vous devez avoir une obsession IA, comme partout, mais pas mal, ouais, pas mal. Comment les cohortes là, ils viennent, ils sont déjà dedans, ils sont déjà picousés ou vous devez les picouser? Ouais, non, de toute façon, en fait, les profils tech qui bossent là-dedans, ils ont envie de bosser là-dedans. Tu vois, ils ont un avantage compétitif qui est qu'ils baignent dedans et ils ont envie d'utiliser ça pour mettre ça à profit de leur projet entrepreneurial. Donc non, on n'a pas besoin de les picouser. Vous avez investi combien au total? On investit combien? Vous avez investi combien au total? Ouais. En France, on a investi pour l'équivalent de 20-25 millions. D'accord. Donc ça va accélérer assez fort parce que là, si tu fais, tu doubles le nombre de cohortes, ça fait hors frais de structure 1 million par cohorte, donc ça fait 4 millions par an. Plus, on a dit quoi?
250 000 euros, 250 000 euros Ouais. dans chaque boîte que tu investis. Ouais, bon, ça, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il y a une partie ça vient de différents véhicules, etc. Mais oui, on a des OPEX et des coûts d'investissement qui sont relativement élevés. Mais on investit aussi, on met beaucoup de tickets dans plein de boîtes différentes. Donc, en fait. Qui sont pas passés chez vous? Non. Qui sont passés chez nous. Mais tu vois, là, en 2025, on va investir dans une trentaine de startups qui sont issues du bureau de Paris. Et donc, le business model, c'est que, en effet, tu prends des parts au capital des startups que tu contribues à créer. Et en fait, on a, contrairement aux fonds de VC qui touchent des management fees sur un fonds qui gère au nom de leurs souscripteurs, LPs, partners, LPs. Nous, on a levé de l'argent dans l'entité opérationnelle, Entrepreneur First, et on investit depuis notre balance sheet. On investit vraiment en direct dans les startups. Alors du coup, on est copains ou on n'est pas copains? Ouais, on est copains. Je pense qu'on est copains. Nous, on est copains avec tous les VC. Tous les VC veulent être copains avec moi. Non, on est copains. Attends, j'ai pas compris. On s'entend bien ou on s'entend pas? Non, et si tu veux, en fait, moi, mon objectif. Il y a des moments, j'imagine qu'on a un petit peu des zzz quand même, parce qu'on se dit, attends, elle est rentrée, pas très chère, qu'est-ce qu'elle fait là? Les startup studios, moi, ils m'aimaient pas trop quand je faisais ça. Alors j'avais plus de participation, ils se disaient, mais. C'est ça. En fait, quand tu. Nous, on a 8% du pré-seed. On a 8% du pré-seed et on crée des startups qui n'existeraient pas si on n'était pas passé par là. Les startups studios, en moyenne, c'est plutôt 30 à 50% post-seed. Donc, c'est bien supérieur. C'est bien plus compliqué à gérer sur une cap table. Non, mais pour le futur de la boîte. Donc, ouais, non, on est copains parce que moi, mon objectif pour chacune des startups qu'on crée, c'est de la mettre entre les mains des meilleurs investisseurs possibles en seed pour prendre notre suite. Nous, on ne prend pas de place au board. Je te dis, on investit dans 30 startups par an à Paris. C'est impossible pour moi de prendre une place au board de chacune des boîtes. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est vraiment optimiser la levée de fonds de ces startups. Donc, on organise un démo day qui est partiellement en physique à San Francisco et partiellement en ligne pour les autres investisseurs internationaux. Et l'idée, c'est qu'on les mette entre les mains des meilleurs investisseurs possibles. Donc voilà. Augustin, qui est chez OVNI maintenant, a investi dans une des startups qui est issue d'Entrepreneur First et j'espère que dans le futur, OVNI investira dans d'autres startups. Vous avez déjà fait des exits? Ouais, on a fait des exits. Alors, à Paris, on a fait des petites exits dont le montant n'est pas officiel, mais on a fait des petites exits. À Londres, on a fait des plus grosses exits. On a fait des plus grosses exits. On a fait la première grosse exit en IA en 2015-2016, une boîte qui s'appelait Magic Pony Technology qui avait été revendue à Twitter pour 250 millions. Ok. Et le total cumulé de vos exits est disclosed? Ouais, je l'avais en tête. Je crois que c'est autour de 2 milliards. 1,5 milliard. C'est la valo de votre portefeuille. Non, le portefeuille vaut 12 milliards. Okay. Non, vous avez déjà exit 2 milliards? Ouais. Ah, waouh. Ok. Ouais. Très bien. Donc, principalement au UK. Principalement au UK, parce que le UK s'est lancé avant nous. Donc, on a un peu de retard. Et puis, comme on a investi à Paris spécifiquement beaucoup dans des projets deep tech qui mettent du temps à émerger, même s'il y en a certains sur lesquels je suis très, très, très bullish, ça va prendre un petit peu plus de temps. Lesquels, là? Tu peux me citer? Non, mais je te parlais de Sport Bio, mais il y en a plusieurs, honnêtement. Il y a un projet qui s'appelle Genomind, que j'aime beaucoup. Il y a un projet qui s'appelle Chipiron, qui est exceptionnel. Tu connais Chipiron? Oui. Ok. Et donc, après, donc des VC comme nous, l'idée, c'est quand même qu'on soit copains parce qu'il y a un moment où on peut aussi nous spotter des trucs qui nous plaisent. Ouais, exactement. Te dire, tiens, ça m'intéresse, etc., etc. Donc, pour être sur les rangs, faut suivre le démo day. Exactement. Et après, tu fais chacune des startups. Ouais, tu rencontres. C'est assez bien fait, la petite plateforme en ligne. T'as les decks, t'as les vidéos. Tu peux request meeting avec chacune des startups. Tu les rencontres et puis. Après, tu les ajoutes sur LinkedIn. Tu te dis, je veux les suivre dans 2 ans, maintenant ou pas. Okay. Tu vois où ça te mène, ouais. Ok. Super intéressant. Qui finance tout ça derrière? Qui est derrière? Alors nos financeurs principaux, c'est Reid Hoffman, le fondateur de LinkedIn, et Patrick et John Collison, les fondateurs de Stripe. Très bien. Reid Hoffman, que je vais peut-être rencontrer dans 2 semaines au sommet IA. De l'IA, ouais. Ok, très bien. Et donc les deux, tu m'as dit les 2 autres sont? Les fondateurs de Stripe, les frères Collison. Ok, très bien. Extra. Ce sont des Irlandais qui sont partis aux US pour leurs études et qui ont monté Stripe à 18-19 ans en drop-out du MIT et de Harvard. Ils sont mis tous ensemble, ils sont tous dans la Silicon Valley? Ouais. Ok. Exactement.
Super Après, intéressant. on a eu plusieurs tours successifs. On a levé une série D il y a 2-3 ans. Série C, pardon, il y a 2-3 ans. Et donc, voilà. mais c'est pas que eux, donc il y a des gens qui viennent. Il y a des fonds de fonds, comment ça se passe? Écoute, non, en fait, c'est essentiellement eux aujourd'hui parce que je te dis. Je peux pas investir dans Entrepreneur First, moi. Non, compliqué. Non. On a les grosses levées de fonds, elles se sont faites dans notre entité opérationnelle. Okay. Donc vraiment comme si nous on était une start-up et on est une start-up et on essaye de créer une institution qui est un peu à part et qui va être autofinancée assez rapidement du fait des exits, ouais. Justement. Et en effet, on est aussi VC dans le sens où on manage un fonds également, mais qui n'est pas celui qui investit en pré-seed, qui est un fonds qui peut réinvestir en série A et série B dans certaines des startups de notre portefeuille. Mais ça, c'est vraiment, c'est très, très marginal dans notre business model. Dans les clauses de suivi, quoi. Tu peux suivre un investissement s'il te plaît beaucoup. Exactement. Okay. Et ça, vous le faites pas beaucoup? Si, on le fait, mais c'est vraiment marginal dans notre business model. Okay. Le business model principal, c'est vraiment investir avec l'entité opérationnelle qui a levé des fonds auprès des Reid Hoffman, des frères Collison, etc., dans les startups concrets, en pré-seed, pour 8% du capital. T'as besoin de quoi, toi, Coralie? T'as besoin de... Moi, j'ai besoin d'avoir accès aux meilleurs talents techniques européens. Ok. T'y arrives? Ouais, écoute, moi, j'ai une équipe on est une quinzaine à Paris. On est hyper actifs sur les campus, dans tous les événements tech. On organise beaucoup de hackathons. Ce week-end, on l'a passé chez Photoroom avec Mistral, où on a organisé un super hackathon de gaming. La semaine prochaine, on est en Suède, à KTH, qui est la meilleure université technique de Stockholm, pour aller spotter des talents des Nordics. Faut faire un peu comme faisait Red Bull à un moment. Je sais pas si tu te souviens, en France, ils faisaient ça quand ils étaient même encore interdits. Avant de se lancer en France, ils allaient distribuer... Ils envoyaient des étudiants, des étudiantes, les deux, à aller distribuer du Red Bull. Sur les campus. Ouais, c'est un peu ça, quoi, en fait. Ouais, non, mais c'est vrai. En fait, c'est la présence et la proximité. Parce que nous, en fait, le modèle, il marche aussi parce que mon équipe, ils construisent des relations. Et moi-même, on construit des relations hyper proches, hyper personnalisées avec chacun des entrepreneurs qu'on accompagne. Une personne, un talent investor de mon équipe, il va nouer un lien assez proche avec l'entrepreneur qu'il va rencontrer pour X ou Y raison, qui va convaincre de se lancer, qui va convaincre de rejoindre IF, et sur lequel il va miser, tu vois, il va passer une partie de sa semaine, chaque semaine, à vérifier qu'il est dans la bonne équipe, vérifier qu'il travaille sur le bon sujet, vérifier qu'il a le bon niveau d'ambition, le préparer à passer notre communauté d'investissement. Tu t'investis énormément, t'as un investissement émotionnel hyper fort auprès des cofondateurs, ce qui est un des meilleurs jobs à défaut d'être entrepreneur toi-même. Je pense qu'en sortie d'école ou quand t'es jeune, c'est un des meilleurs jobs que tu puisses faire, parce que aussi tu fais ça à l'échelle de plusieurs projets en parallèle. Et du coup, t'as vraiment cet aspect humain du job qui est hyper intéressant, et qui fait aussi que t'as un sentiment, à défaut d'être entrepreneur toi-même et de monter ta licorne, si toi t'as contribué au tout début du projet, et que t'es resté copain parce que tu restes un peu la personne de confiance qui n'a pas de place au board et justement du coup à qui tu peux tout confier a posteriori, c'est hyper enrichissant en fait comme job, et t'as un sentiment de contribution qui est hyper important, je trouve. T'as des gens de ton équipe qui sont barrés dans les startups? Ouais, complètement. J'en ai même qui sont barrés dans les startups et qui sont après revenus dans mon équipe. Je sais pas si c'est bien ou mais pas c'est bien. le meilleur. Non, en vrai, c'est la meilleure exit possible. Parce qu'en plus, tu viens contribuer et renforcer les rangs de nos startups qu'on veut voir grandir aussi. T'as pas un peu le FOMO, toi, hein, le truc où tu dis... Moi, je connais tellement d'investisseurs qui veulent devenir entrepreneurs, d'entrepreneurs qui veulent devenir investisseurs, de tout ça, là, en voyant tant que ça, tu te dis pas un moment... Écoute, moi, j'ai monté une boîte quand j'avais 25-26 ans. Je me suis plantée. Et en fait, IF, c'est un peu ma deuxième chance entrepreneuriale. J'ai pas mal hésité. J'avais commencé ma carrière. Moi, j'ai été avocat d'affaires et j'ai été consultante chez McKinsey. Donc, j'ai quand même suivi déjà, un peu ton grand âge. Ouais, j'ai suivi un peu des chemins de carrière un peu plus traditionnels et corporate. Mais j'avais monté une boîte quand j'avais 25-26 ans. J'avais fait toutes les erreurs qu'on essaye de faire éviter aux entrepreneurs qui rejoignent IF. Et aujourd'hui, IF, en fait, depuis 2018, pour moi, c'est mon projet entrepreneurial. C'est moi qui ai tout monté à Paris, c'est moi qui ai recruté toute l'équipe. Et en fait, à la fois travailler avec cette équipe-là qui est exceptionnelle au quotidien et travailler avec les entrepreneurs et les suivre comme je viens de t'en parler, moi, ça me donne une énergie incroyable. On a beaucoup d'ambition, on est hyper créatif, on essaye plein de choses. Et du coup, bon, c'est le bon projet entrepreneurial pour moi aujourd'hui, en tout cas.
C'est hyper cool. C'est vrai que, tu vois, quand on dit investir dans des talents, il y a beaucoup de boîtes qui te disent c'est mon métier, j'investis dans des talents, mais en fait, à la fin, ce qui leur compte, c'est, enfin, il n'y a pas d'equity pour le talent, en l'occurrence, tu vois, il investit contre un salaire, bon, c'est un fair game, hein, t'as le droit, mais vous investissez, c'est transactionnel, vous investissez vraiment, quoi. Ouais, nous, je pense qu'on a on contribue à une inflexion dans la vie, la carrière, la trajectoire de gens exceptionnels. Et c'est ça qui est hyper satisfaisant. Ce qu'il faut réussir à faire, quand je dis il faut, c'est plus un wish, mais voilà, dans ces univers, c'est de réussir. On l'a touché du doigt, mais les femmes, la diversité et réussir à transformer un peu ça en ayant aussi des profils qui sont pas et j'y crois fondamentalement, hein, c'est-à-dire que dans des profils qui sont pas qui sortent du moule, tu vas aller trouver des besoins et des compétences que t'aurais pas chez d'autres. Ouais, complètement. J'avais lancé l'année dernière un truc que j'avais appelé Next Generation Women Fellowship, où je me suis engagée à mentorer pendant 1 an 12 jeunes femmes issues de profils scientifiques et techniques. On organisait des dîners régulièrement, etc. Et parmi ces 12, j'en ai déjà converti 2-3 à l'entrepreneuriat. Donc ouais, c'est pareil, hein, un an, 12 personnes, c'est du boulot. Hein. Ouais, c'est du boulot. Ouais, c'est beaucoup de boulot. Mais c'est des sujets qui me tiennent à cœur, c'est sûr. Okay. Et si vous êtes une femme et que vous hésitez à vous lancer dans l'entrepreneuriat, n'hésitez pas à me contacter. Oui, faut le faire en effet. Et je pense que c'est une belle manière de le faire et progressive finalement. Ouais. Et en faisant des rencontres, c'est ça qui me plaît aussi. Entrepreneur First, Coralie Chauffour. J'ai qu'un seul F à Chauffour. Il n'y a qu'un seul F à Chauffour. Voilà. Et on peut t'ajouter sur LinkedIn, par exemple. Ok. T'as un livre à me recommander? Il y a un livre que t'as aimé? Ouais, j'en ai 2. Okay. Il y a un livre qui a en fait été écrit par les fondateurs d'IF et où tu as pas mal de notre méthodo qui est retranscrite. Extra. Qui s'appelle How to be a Founder. Okay. Donc de Matt Clifford et Alice Bentin. Qui est traduit ou pas encore? Fondateurs d'IF. Non, seulement en anglais. Vous utiliserez l'IA ou vous parlez anglais. Exactement. Voilà. C'est bien de lire en anglais, c'est facile en vrai quand on s'y est mis un peu. Ouais, complètement. Et je dirais, moi, pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, aussi, moi, la Bible, ou en tout cas le passage obligé, pour comprendre comment tu parles à des clients potentiels, c'est The Mom Test. Ah, ok. The Mom Test. Mom Test. The Mom Test, ok. Ouais, de Rob Fitzpatrick. Ok. Je suis content, j'en ai un nouveau. Très bien. Écoute, super. Je crois qu'on a tout couvert. Il y a un truc qu'on peut, si on veut suivre tout ce que vous faites, vous avez une newsletter, le mieux, c'est de nous suivre sur les réseaux sociaux. Ouais. Et après, si tu veux entreprendre, joinif.com, c'est notre site internet. Joinif. Et tu peux postuler pour une de nos cohortes. Trop bien. Et ben écoute, on va faire ça. Et puis, dommage, on peut pas investir avant, mais on va venir tôt. On va suivre tout ça de près avec Augustin, avec Arnaud. Merci de ton temps, Coralie, ton double temps même aujourd'hui. On s'emprête de suivre donc sur LinkedIn, de vous suivre tous et puis de suivre les projets. Je suis impatient de voir aussi quoi ressemble le prochain démodé. Il est quand? Le prochain démodé sera début avril. Donc tu y es pas physiquement à chaque fois, toi? Ouais, en général, je vais à San Francisco, mon équipe aussi. Donc 4 fois par an, là, ça va être? Ouais, mais je vais réduire un peu la voilure. Ok. Merci, Coralie. Merci pour ton temps, 1000 fois. Et puis on suit tout ça. Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer directement à Coralie sur LinkedIn. Si vous en avez pour nous, n'hésitez pas à vous abonner aussi sur YouTube, puisqu'on l'a eu en vidéo cette fois-ci, sur Apple Podcast, sur Spotify, et puis à partager cet épisode à 2-3 personnes autour de vous. Moi, j'ai eu beaucoup d'apprentissage et je t'en remercie. Notamment, j'aime bien avoir des personnes qui brassent beaucoup de monde et de profils et faire les choix dans les profils. Moi, je suis trop enthousiaste. Donc, ce que je trouve le plus dur dans les soft skills et dans tout ça, c'est que alors, il y a des moments où je sens que je me fais bananer par quelqu'un et qui est lui aussi trop enthousiaste. Et puis je me dis, j'en ai 2-3 en tête quand je dis ça, mais où je me dis, toi, tu vas beaucoup trop vite et tout est beaucoup trop beau pour que ce soit vrai. Donc, tu vois, c'est un peu le vendeur du marché. Chez les devs, qui sont des populations que tu connais bien, il y en a trop qui sont totalement underrated, quoi. Ouais. Tu les regardes, tu te dis... Il faut les voir à l'œuvre, en fait. Il faut les voir travailler. Pour et ça, c'est hyper intéressant. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai vraiment appris ça. Et puis, les accompagner, leur mettre le pied à l'étrier, voir parmi eux qui ont les compétences pour peut-être devenir CEO, rester CTO. C'est super intéressant. Merci. Merci, Mathieu. À plus. Salut, tout le monde.